Trump comment dire, a une idée sur le sujet. Donc en fait, c'est même plus de la diplomatie, c'est une décision de chef à chef. En fait, il a une espèce de connexion directe avec Poutine. Elle existe, elle est réelle, elle est ancienne. Et donc en fait, il va animer, je pense, un modèle de rapprochement ou en tout cas de règlement de la solution ukrainienne au travers de la relation qu'il a lui personnellement avec Poutine, parce qu'elle existe bien évidemment, et Poutine avec lui. Et à partir de là, les diplomates vont mouliner. Donc je pense que c'est même pas de la diplomatie, c'est une décision de chef, une décision de patron, une décision de boss, quoi, quelque part. Donc c'est comme ça que ça va se régler, de chef à chef. Ce que l'Occident doit faire maintenant, c'est choisir le moment de dire stop. L'Ukraine devrait envisager de se retirer de certains territoires de manière contrôlée et se tourner vers la Russie pour mettre fin à cette guerre. Mais pour cela, il est essentiel que le gouvernement ukrainien soit prêt à accepter ces conditions dès maintenant. Or, le gouvernement ukrainien n'est pas disposé à le faire, et pour l'Occident, il est très difficile d'imposer sa volonté. Soutenir l'Ukraine jusqu'au bout semble politiquement compliqué, d'autant plus que nous n'envisageons pas l'envoi de troupes au sol. Cette situation est tragique. C'est comme si, tout comme nous semblons indifférents au sort du peuple palestinien, nous ne nous préoccupions pas vraiment du peuple ukrainien. Nous soucions-nous réellement d'eux? Car pour l'instant, notre politique laisse l'Ukraine souffrir encore davantage jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix. Quel manque de courage dans cette approche. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à un événement qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Donald Trump a officiellement remporté la victoire et s'apprête à devenir le 47e président des États-Unis. Avec son retour inattendu à la Maison-Blanche, des experts militaires et politiques spéculent sur ce que cela pourrait signifier pour le monde, en particulier pour le conflit en Ukraine. Des analystes chevronnés, comme l'inspecteur Scott Ritter, soulignent la complexité des dynamiques de pouvoir qu'un tel changement pourrait provoquer. Beaucoup estiment que sous Trump, des mesures de leadership audacieuses suivront. Des discussions émergent déjà autour d'un possible ultimatum à l'attention de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky. On s'attend à ce que Trump adopte une approche ferme et décisive, rompant avec la diplomatie douce américaine, ce qui pourrait entraîner des changements majeurs sur la scène mondiale. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN et les alliés européens? L'administration Trump pourrait-elle remettre en question le statu quo stratégique mis en place par les démocrates? Cette administration précédente avait soigneusement équilibré ses relations avec les alliés européens en combinant soutien stratégique et diplomatie subtile pour préserver l'unité du bloc occidental. L'objectif était de consolider les alliances, réduire les tensions et encourager un respect mutuel. Avec le retour de Donald Trump et des républicains, cette dynamique pourrait connaître un tournant majeur. Son retour annonce une résurgence de son style direct en matière de politique étrangère, un changement radical par rapport aux approches diplomatiques traditionnelles. Le slogan America First n'est pas seulement une formule de campagne, il imprègne toute sa politique étrangère. Cette doctrine signifie que les alliances n'ont de valeur que dans la mesure où elles profitent immédiatement aux États-Unis. Lors de son premier mandat, Trump avait ouvertement remis en question la pertinence de l'OTAN, la qualifiant d'obsolète, et avait incité les alliés à augmenter leur budget de défense. Il avait aussi mis de côté certaines assurances de longue date, exhortant les nations européennes à prendre en main leur propre défense. Son message était clair. Si elles ne soutiennent pas les objectifs stratégiques des États-Unis, elles ne devraient pas s'attendre à un soutien inconditionnel de leur part. Cette position intransigeante a ébranlé les gouvernements européens, poussant Berlin, Paris et Londres à reconsidérer leur confiance envers leurs partenaires transatlantiques, tandis que Trump privilégiait de plus en plus les intérêts économiques américains. Les objectifs de défense collective pourraient engendrer des divisions plus profondes au sein de l'OTAN, amenant les nations européennes à repenser leur dépendance vis-à-vis de la puissance militaire des États-Unis. La question qui se pose est de savoir si l'OTAN, une alliance qui s'est historiquement appuyée sur le leadership et le soutien militaire américain, est préparée à affronter un possible bouleversement de sa structure et de son unité. Les pays européens pourront-ils progresser et renforcer leur propre défense de manière autonome,
Ou bien prendront-ils le risque de fragiliser les fondements mêmes de la sécurité occidentale établie depuis la Seconde Guerre mondiale? L'armée russe, du New York Times précisément, a rassemblé une force de 50 000 soldats, 50 000, dont des troupes nord-coréennes, nouvelle alliée de circonstance de Vladimir Poutine, alors qu'elle se prépare à lancer un assaut visant à reconquérir donc le territoire saisi par l'Ukraine dans la région de Koursk. Les Nord-Coréens qui s'entraînent avec les Russes depuis plusieurs semaines, des troupes qui portent l'uniforme russe, qui ont été équipées par Moscou. Objectif est bien reprendre Koursk aux Ukrainiens, mais sans enlever des hommes dans l'est de l'Ukraine. Il faut faire pression sur plusieurs fronts et cette offensive, elle pourrait survenir dans les tout prochains jours. Vous voyez ici où en sont les positions au 31 octobre. Mais cette opération, elle a coûté aux Ukrainiens parce qu'elle a enlevé des hommes dans l'est où la Russie, elle, ne cesse de gagner du territoire. Selon des responsables occidentaux, l'Ukraine dispose toujours à Koursk d'une défense assez solide. Elle pourrait tenir un certain temps, mais ces responsables prédisent aussi beaucoup de pertes. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où les troupes nord-coréennes iront. Est-ce que Pyongyang les autorisera à aller au-delà de la frontière? Est-ce qu'elles s'engageront plus loin? On ne le sait pas encore aujourd'hui. Autre question qui se pose, Marie, c'est le nombre de soldats nord-coréens qui viendront prêter main forte aux Russes, alors que Moscou peine à recruter selon des responsables américains. La stratégie russe va être de récupérer la zone de Koursk, notamment avant les pourparlers éventuels imposés par le président Trump. De telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'échange possible, si vous voulez, de territoire et que le président Poutine soit en position de force. Alors ce prépositionnement de 50 000 hommes, dont 12 000 Nord-Coréens, est à mon sens probable, en tout cas pas loin. Nous sommes face à des défis profonds et à un besoin de réévaluer des alliances bâties sur des décennies de coopération. Malgré les discours et la perspective d'un réalignement stratégique, la Russie demeure sereine face aux évolutions. Tandis que l'Occident bruisse de spéculation et d'analyse, la Russie, quant à elle, observe avec un calme mesuré. Le président Vladimir Poutine et le Kremlin voient dans les élections américaines un théâtre politique, significatif dans le ton, mais sans réelle incidence de fond. Les dirigeants russes, habitués au changement de pouvoir dans le monde, savent que si les politiques américaines peuvent fluctuer dans leur application, leurs objectifs sous-jacents, eux, restent constants. Cette résilience russe découle de siècles de gestion de pressions extérieures et d'alliances en mutation. Poutine a forgé un récit de la Russie comme une forteresse capable de résister aux vagues de politique occidentale. Ce discours est soutenu par une modernisation militaire constante et des initiatives stratégiques visant à garantir que la Russie conserve un équilibre des forces face à toute influence extérieure. La Russie reste agile dans sa projection de puissance, combinant héritage historique, tactique moderne et avancées technologiques. Alors que le paysage politique américain se transforme, la Russie se concentre sur la protection de ses intérêts géopolitiques. La position inébranlable du Kremlin repose sur la conviction que peu importe qui est à la tête des États-Unis, ces derniers continueront de chercher à exercer leur influence dans des régions stratégiques clés, de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale. La stratégie de Trump reposerait sur deux voies potentielles. La première s'appuierait sur l'OTAN et sa puissance militaire pour faire pression sur la Russie et l'amener à négocier, ce qui marquerait un retour à une politique américaine autoritaire, mais pourrait aggraver le conflit en défiant l'unité de l'OTAN. La deuxième voie impliquerait un retrait de l'armée américaine et un soutien économique à l'Ukraine, la forçant à accepter une paix plus favorable à la Russie. Ce scénario serait sans précédent dans la politique étrangère américaine moderne, signalant un retrait d'une compétition géopolitique coûteuse. Cependant, l'Ukraine n'est pas l'Afghanistan, et un retrait unilatéral aurait des conséquences majeures sur l'équilibre des pouvoirs en Europe. Toute erreur de calcul pourrait redéfinir les alliances et renforcer les adversaires des États-Unis. L'administration Trump pourrait adopter une approche pragmatique. L'Ukraine traverse un moment crucial, déterminant son avenir en tant que nation et acteur en Europe de l'Est. Malgré le soutien constant des alliés occidentaux, la réalité du terrain reste complexe.
plutôt dans cette émission, mais il est important de s'y attarder aussi de ces pertes records côté russe aussi. Le chef d'état-major de la défense britannique le dit, le nombre de soldats russes blessés et tués le mois dernier s'élevait en moyenne à 1500 par jour, et je le rappelais aussi tout à l'heure, 1740 soldats russes blessés ou tués rien que le 10 novembre dernier. Voilà la réalité aussi. Absolument, et c'est pour ça que les Nord-Coréens sont importants. Mais viennent en appui. Voilà, mais pour le moment, ils n'ont pas encore commencé à être engagés en opération. Ça sera très différent de les engager à Koursk, donc dans le territoire internationalement reconnu de la Russie, ou s'ils attaquent, s'ils passent en territoire ukrainien, ce qui quand même n'aura pas tout à fait le même sens. Alors on voit déjà d'ailleurs que les Occidentaux, y compris l'OTAN, ont mis 3 semaines avant de réagir par un communiqué extrêmement laconique, mettant en garde, soulignant la gravité de cette éruption nord-coréenne, sans pour autant proposer aucune mesure concrète. Ensuite, il y a un autre aspect. Parce que sur le plan stratégique, ça ne change pas grand-chose sur le front ukrainien. En revanche, ce qui est important de savoir, on ne sait pas, c'est qu'est-ce que les Russes donnent en échange des obus et des soldats. La Corée du Nord, on a beaucoup de soldats, 1 million et quelques, donnent en échange à Pyongyang. Alors notamment, on pense qu'ils ont donné beaucoup de choses en balistique, peut-être sur le nucléaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, rendre beaucoup plus performante l'armée nord-coréenne, y compris au niveau terrestre, parce qu'ils auront l'expérience du combat, ce qui est quand même extrêmement préoccupant par rapport à la montée des tensions dans la péninsule coréenne, qui aujourd'hui, au moins autant que Taïwan, pourrait être le déclic d'un affrontement majeur, parce que le régime nord-coréen a décrété que la Corée du Sud est un État hostile, ils ont interrompu tous les liens, ils ont fait sauter les 2 routes qui reliaient encore les 2 Corées dans le cadre d'un processus de pacification qui avait été amorcé en 2018-2019. Donc il y a aussi cet autre aspect de la question, et ce qu'on voit, je terminerai là-dessus, c'est l'imbrication toujours plus grande aujourd'hui du front ukrainien, de l'Asie, mais aussi avec l'Iran, du Moyen-Orient. On va entendre d'abord des soldats ukrainiens inquiets parce qu'ils ont des raisons de l'être, mais regardez d'abord juste cette carte de Warmapper qui fait partie des centres de cartographie les plus rigoureux qui travaillent sur la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine fait une percée sans précédent. Regardez ces chiffres, vous avez peut-être pu le constater sur le terrain d'ailleurs, Hélène, mais l'armée de Vladimir Poutine a conquis plus de 540 km² de territoire ukrainien et on n'avait pas vu ça depuis mars 2022. L'armée ukrainienne fait face à une pression constante, luttant contre l'épuisement de ses ressources, tout en maintenant la stabilité et le moral. Même avec l'aide militaire occidentale, la situation reste tendue, avec une ligne de front stagnante et les forces russes exploitant les vulnérabilités de l'Ukraine. La Russie a adapté sa stratégie, réduisant sa dépendance aux missiles de haute précision et utilisant des missiles Iskander et des drones, ce qui épuise les défenses ukrainiennes. Pour l'Ukraine, il ne s'agit plus seulement de tenir le terrain, mais de survivre à long terme. Les promesses de soutien de l'Occident nécessitent des engagements à long terme. À mesure que le conflit dure, l'Ukraine souligne que la lutte ne se limite pas aux aspects militaires, mais dépend également du soutien politique et populaire des alliés. Lorsque Trump prendra ses fonctions en janvier 2025, les alliés devront se préparer à un changement stratégique. Certains analystes estiment que la Russie aura déjà consolidé ses gains territoriaux. La pression sur l'Ukraine pour la transformer en une nation enclavée, coupée de ses ressources vitales, limiterait ses capacités économiques et militaires. Dans ce contexte, les options politiques de Trump devront être soigneusement examinées, notamment le risque d'une réponse directe de la Russie si des armements avancés, comme des missiles Tomahawk, sont fournis à l'Ukraine. La gestion de cette situation sera cruciale pour éviter l'escalade du conflit en une crise plus grave. Un faux pas pourrait entraîner une escalade que les États-Unis ne sont peut-être pas prêts à gérer, mettant en péril le programme America First de Trump dans un contexte inédit. La Russie, déterminée à sécuriser ses intérêts par la force, poursuit une stratégie pour renforcer sa sécurité, et sa domination reste ferme. Elle élargit son influence en utilisant tous les moyens nécessaires, signalant que le risque d'un conflit plus large demeure élevé. Sous l'administration Trump, qui défend une Amérique forte, les États-Unis devront agir avec prudence, car l'intensification du conflit pourrait entraîner des conséquences graves. L'Ukraine devra respecter des lignes rouges bien établies tout en évitant de franchir la frontière russe.
Pour les franchir, des manœuvres politiques complexes seront nécessaires, tout en tenant compte des leçons historiques. L'OTAN devra s'adapter à ces bouleversements politiques, avec les conséquences possibles pour la sécurité européenne. Les propos de Trump sur l'OTAN, qu'il qualifie d'obsolète, résonnent encore en Europe. Il ne s'agit pas de savoir si Trump fera pression sur ses alliés de l'OTAN, mais dans quelle mesure. Son scepticisme sur l'alliance, combiné à sa position selon laquelle l'Europe doit assumer davantage ses responsabilités, représente un défi majeur. Le retour de Trump pourrait mettre les capitales européennes en état d'alerte, anticipant un séisme dans les relations transatlantiques. La perspective d'une intensification de sa politique génère à la fois anticipation et inquiétude. Un responsable européen a souligné que toute action de Trump serait un coup direct au cœur de l'OTAN, menaçant son unité. Cette pression pourrait avoir des conséquences dramatiques. Les dirigeants européens devront choisir entre se conformer aux exigences de Trump, augmentant ainsi les dépenses militaires, ou repousser ses demandes, risquant une rupture de l'OTAN. Si les pays européens choisissent la conformité, des mécontentements pourraient survenir parmi les membres déjà sous contraintes budgétaires. En revanche, repousser ces demandes pourrait tester la cohésion de l'Alliance et sa détermination face à des adversaires comme la Russie. L'équilibre des pouvoirs sera déterminé par la façon dont les nations européennes navigueront cette nouvelle phase. Le leadership de Trump soulève la question. L'Europe suivra-t-elle sa politique agressive ou choisira-t-elle un chemin plus indépendant? La réponse à cette question façonnera l'avenir de l'OTAN et des relations transatlantiques, alors que le monde se prépare au retour de Trump. Ce recalibrage géopolitique, sous l'effet du conflit ukrainien, marque une ère où la cohésion interne de l'OTAN sera mise à l'épreuve face à la position inflexible de la Russie. Regardez ces images, nous sommes le 5 novembre, elles ont été filmées, on est dans la région de Koursk, on est en Russie et il s'agit, malgré les uniformes russes, de soldats nord-coréens. Effectivement, il semblerait qu'il y ait eu que la vraie ligne rouge par rapport à ça, si tant est qu'il y en ait une, ce soit le déploiement de soldats nord-coréens en Ukraine. Et apparemment, en fait, c'est vraiment ça qui expliquerait l'espèce de pause en fait côté américain. C'est-à-dire que tant qu'ils sont, regardez, dans cette petite région, territoire russe, tout va bien. Si jamais ils franchissent, alors je sais pas si je sais pas si tout va bien, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde la réaction des États-Unis, des pays occidentaux et même de la Corée du Sud, on sent bien qu'il y a eu pendant très longtemps une espèce de flottement. Et effectivement, le fait est que finalement que des soldats nord-coréens soient déployés dans l'oblast de Koursk, à la limite, c'est sans doute pas voulu, enfin c'est pas bien vu, mais c'est encore acceptable. Mais en revanche, si effectivement il y avait pour le coup une invasion nord-coréenne de soldats nord-coréens sur le territoire ukrainien, là il semblerait qu'effectivement, notamment la Maison Blanche, ait fait passer des messages comme quoi ça accentuerait le soutien occidental. Et même côté Sud-Coréen, il semblerait que ce soit l'élément qui pourrait potentiellement sur la livraison accélérée indirectement des armes. Ouais. Moi, il y a une explication qui me sied mieux quand même, parce que c'est pas 11, 12 ou même 20 000 soldats qui font la différence. C'est dans un plan d'ensemble. C'est-à-dire que, un, déjà, ça agite la communauté internationale. Deux, ça rend service à son ami Kim Jong-un. Et trois, surtout, sous votre contrôle, Xavier, ça forme des soldats nord-coréens à la guerre. Ils sortent enfin de leur camp d'entraînement. Et pourquoi pas pour les lancer? Et je sais que des généraux déjà sur ce plateau l'ont dit, sur la Corée du Sud. Sur Séoul. Mais justement, il y a un pays qui a réagi et qui a réagi vivement, c'est la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud livrait déjà des armes à l'Ukraine, mais par des pays tiers, des voies détournées. Et le gouvernement coréen a dit que si ça continuait, ils allaient livrer les armes en direct. Et c'est intéressant parce que ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Les alliés américains de l'Asie attendent vraiment de voir ce qui va se passer avec l'Ukraine pour savoir s'ils peuvent compter sur les États-Unis dirigés par Donald Trump. Et là, on a véritablement un exemple d'où un pays asiatique rentrerait officiellement, directement, dans la guerre en Ukraine, en Europe. Donc tout est lié et tout ça va se jouer dans les premières semaines, les premiers mois de la présidence de Donald Trump. Aujourd'hui, on a un peu de mal parce qu'on ne connaît pas exactement ses intentions, il n'y a pas évidemment déclaration officielle, il n'est pas encore président des États-Unis d'Amérique, mais dès qu'il va le devenir, les choses risquent d'aller très très vite parce qu'à mon sens, les contacts avec Poutine, les contacts avec la Chine sont déjà en train de se prendre à Mar-a-Lago. À mon avis, on ne fait pas que désigner les postes, on commence déjà à travailler très sérieusement. On sait, on le disait tout à l'heure, que Donald Trump a eu 7 fois Vladimir Poutine au téléphone. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne l'a pas déjà eu sans que nous le sachions pour le moment. Les experts rappellent que la quête d'une paix imparfaite comporte de nombreux défis. Scott Ritter et d'autres analystes soulignent que ces complexités sont inhérentes à l'histoire des manœuvres géopolitiques et militaires. L'OTAN devra jongler entre l'unité de l'Alliance et l'adaptation aux nouvelles positions américaines. Le gouvernement ukrainien devra équilibrer la résilience face à la guerre
avec le réalisme des nouvelles politiques américaines. La Russie, confiante dans sa position stratégique, observera les évolutions mondiales. Les décisions prises aujourd'hui façonneront les relations internationales de demain, alors que l'avenir de l'OTAN et de l'Occident dépendra de la capacité des nations européennes à s'adapter aux nouvelles orientations politiques américaines sous Trump. Le monde attend de voir si Trump sera un pacificateur ou s'il agira pour diviser davantage les nations et intensifier les conflits. Ce qui se dessine pourrait marquer un tournant décisif dans les relations internationales. Nous continuerons à vous tenir informés, car l'évolution des événements mondiaux façonnera notre avenir. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.